Bienvenue à tous. Depuis les mesures de confinement instaurées dans plusieurs pays pour faire face à la pandémie du Covid-19, les nuisances en termes de pollution de l'air et de bruit ont significativement diminué. Mais qu'en est-il des émissions en gaz à effet de serre? Leur diminution attendue aura-t-elle un impact notable sur le changement climatique? On en saura davantage dans cette émission et justement pour nous éclairer, nous recevons le coordonnateur de l'Alliance panafricaine pour le changement climatique Côte d'Ivoire, Oboué-Durand. Bienvenue, monsieur Oboué-Durand. Merci beaucoup, Thomas. Comme on l'a signifié, nous allons voir l'impact de la crise sanitaire sur les émissions de gaz à effet de serre et aussi sur le changement climatique. On parle du dioxyde de carbone, émissions de CO2. Quelles sont les sources de production du dioxyde de carbone? Alors, merci. Alors, il faut dire que la source principale des émissions de CO2 est les activités anthropiques. Qui parle d'activités anthropiques, parle des activités humaines que nous menons au quotidien. Aujourd'hui, nous nous tournons beaucoup plus vers le secteur industriel qui est beaucoup plus développé. Nous voyons également les gaz d'échappement des véhicules, les avions qui circulent dans l'air, même les activités humaines que nous menons. Nous avons également la déforestation qui est également une source d'émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2 dans l'atmosphère. En quoi est-ce que c'est dangereux pour l'homme, pour l'humanité? Alors, pour l'homme, il faut dire que le CO2 est la première cause même des changements climatiques. Donc aujourd'hui, il y a la couche d'ozone qui est atteinte. Donc directement, les rayons solaires nuisibles qui ne devaient pas atteindre la planète Terre descendent aujourd'hui directement sur la Terre. Donc nous constatons aujourd'hui les effets des changements climatiques partout sur la planète Terre. Avant la crise sanitaire, à quel niveau est-ce que nous en étions avec les émissions de gaz à effet de serre? D'accord, merci. Il faut dire qu'à ce niveau, lorsque nous parcourons les chiffres qui sont donnés sur le site internet de connaissance des énergies, on constate qu'en 2014, l'humanité, il y avait environ 35,7 milliards de gigatonnes de CO2 qui étaient émis dans l'atmosphère. Et 3 pays étaient responsables de 50% de ces émissions de gaz à effet de serre. Notamment le CO2, il s'agit premièrement de la Chine qui avait pratiquement 29,5% de ces émissions-là. Ensuite, il vient les États-Unis avec près de 15% de ces émissions et l'Inde qui vient avec 6,6% de ces émissions. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que c'est l'Afrique. L'Afrique qui compose 54 pays. Et lorsque nous réunissons les émissions de ces 54 pays-là, nous avons seulement que 3,3% de ces émissions globales qui sont émises au niveau planétaire. Et pourtant, on ressent fortement l'impact de Effectivement, et c'est là que l'Alliance panafricaine pour la justice climatique revendique une certaine justice climatique. Parce que lorsque nous comparons les émissions de l'Afrique à celle du Japon, par exemple, au moment où l'Afrique émet 3,3, le Japon est pratiquement à 3,5% de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors que le Japon, la population japonaise représente à peine moins de 9 fois la population de toute l'Afrique réunie. Donc là, il y a vraiment une certaine injustice que nous constatons au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Or, c'est l'Afrique qui paye le plus lourd tribut présentement. Vous, au niveau de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, quelles sont vos stratégies pour revendiquer justement cette justice climatique? Nous procédons beaucoup plus par le plaidoyer auprès des institutions. Parce que la gestion de la crise climatique, c'est aussi une question politique. Donc, il faut rester régulièrement avec les États, il faut rester avec les institutions financières, notamment la Banque africaine de développement, pour faire un plaidoyer. Parce que les populations africaines ont besoin de financement pour pouvoir s'adapter aux effets des changements climatiques, pour réaliser les projets d'adaptation. Donc, il faut plaider auprès de ces institutions-là pour que les financements soient accessibles et moins contraignants, surtout dans l'acquisition de ces fonds. Il faut rester également auprès des ministères, notamment le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, et suivre un peu le travail qui est fait. Et vraiment, lorsqu'il y a la possibilité de donner certaines orientations, on a la possibilité de faire des contributions. Donc, vraiment, il y a un travail de plaidoyer que l'Alliance panafricaine pour la justice climatique fait.
D'accord. Selon le dernier rapport de PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement émissions Gap Report 2019, le monde doit diminuer ses émissions mondiales de gaz à effet de serre de 7,6% par an entre 2020 et 2030 jusqu'à 1,5 degré Celsius. Quelles sont les stratégies mises en place? Nous sommes en fin 2020. À quel niveau est-ce que nous en sommes? Alors, il faut dire que depuis l'accord de Paris sur le climat, il y a ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, les CDN, en anglais on parle des NDC, qui ont été mises en place. Donc ces CDN-là, en quelque sorte, rassemblent un certain nombre d'actions et d'activités que les pays doivent pouvoir mettre en place. Ce sont en quelque sorte des engagements individuels que les pays prennent pour pouvoir réduire leur niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Et ces CDN-là se déclinent en des activités ou encore des projets en termes d'atténuation ou d'adaptation aux effets des changements climatiques. Quand nous prenons celui de la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire a pris l'engagement de réduire à 28% son niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Et les CDN de la Côte d'Ivoire sont axés sur le secteur des déchets, le secteur de l'énergie et aussi le secteur de l'agriculture et de la foresterie. Donc c'est à travers ces trois secteurs-là que la Côte d'Ivoire a décidé de réduire ses niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Pendant la crise sanitaire que nous vivons, il y a eu une période de confinement dans la plupart des pays. Quel a été l'impact de ce confinement-là sur les émissions de CO2? Alors, merci. Il faut dire que il y a des études qui ont été publiées déjà en avril 2020 qui ont montré que il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ près de 8% par rapport aux années antérieures. Alors, et cela se justifie parce que nous avons tous été témoins de l'activité humaine qui était soit stoppée ou encore au ralenti. On a vu des avions cloués au sol qui n'arrivaient plus vraiment à circuler convenablement. Il y avait également les industries qui étaient aux arrêts ou encore qui étaient au ralenti. Il y a également les véhicules qui étaient parqués et tout ça. Voilà, donc voici en quelque sorte le bénéfice, par exemple, de ce qu'on pouvait tirer de tout ça. N'eût été la crise sanitaire, on sait très bien qu'elle a des conséquences négatives sur la vie de tout le monde. N'eût été cette crise, est-ce que les engagements des différentes nations pouvaient permettre en si peu de temps d'arriver à 8% comme vous l'avez signifié? Alors, ce n'était pas aussi évident parce qu'aujourd'hui, avec notre modèle de développement économique, ce n'est pas aussi évident parce que les pays qui ont pris l'engagement de réduire la consommation d'énergie fossile ou encore d'autres sources d'énergie qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre, tout le monde, la plupart des pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais la crise a permis de freiner cela. Voilà, mais ce n'était pas vraiment évident parce que le système économique, tout est encore relancé. On a dit que la Covid a eu un impact sur tous les secteurs d'activité, les actions de lutte pour la préservation du climat, les COP, plusieurs séminaires ont été donc reportés, annulés. Quel est l'impact de tous ces arrêts sur, on dira, sur le climat? Alors, mais si, il faut dire qu'à ce niveau, il aura absolument un impact parce que les négociations sur le climat, c'est un processus. Lorsqu'il y a un retard, même de quelques mois, de semaines, des événements qui ne se tiennent pas, il y a un certain manque de pression sur les institutions, sur les décideurs. Donc, lorsque, par exemple, la COP26 ne va pas se tenir en cette année 2020, elle est reportée à 2021, déjà, on sait que les pays qui devaient réviser leurs contributions déterminées au niveau national, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui encore à la traîne. Je ne sais pas si la plupart des pays qui devaient soumettre leurs contributions déterminées au niveau national avant la fin 2020 seront en mesure de le faire. Or, je pense bien que si la COP devait se tenir, s'il n'y avait pas eu la crise de Covid, je suppose que la plupart des pays seraient capables au moins de pouvoir réviser leurs contributions déterminées au niveau national. Alors, la dernière question, comment construire l'après Covid, parce que les activités reprennent petit à petit, les véhicules se remettent en marche. Comment penser l'après-Covid avec ce que nous avons connu? D'accord. Aujourd'hui, la crise de Covid-19 nous a appris beaucoup de leçons. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir faire, par exemple, du télétravail. Et on a vu que ça marche. Voilà. Nous, au niveau de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, nous participons à de grandes rencontres au niveau international. Voilà, donc chaque année, nous nous déplaçons. Mais cette année, nous avons tenu toutes ces rencontres-là en ligne. Donc, nous pensons que progressivement, ça peut être une alternative que nous pouvons exploiter.
faire des conférences en ligne qui pouvaient réduire les déplacements. Parce que mine de rien, les déplacements également sont des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, par exemple, c'est un aspect qu'on pourrait vraiment exploiter pour pouvoir relancer les initiatives qui sont lancées. Et nous pouvons également demander aux États d'accélérer leur transition écologique ou encore transition énergétique pour tendre surtout vers les énergies renouvelables. Merci, Monsieur Oboué-Durand. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de l'impact des émissions de CO2 et de CO2 et le changement climatique, n'est pas du Covid, sur ces différents aspects. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.